Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imaginons un instant essayer d'emboîter des blocs de calcaire qui pèsent plus de 125 tonnes, puis de faire ça avec une précision tellement hallucinante qu'on ne peut même pas y glisser l'épaisseur d'une feuille de papier. Ouais, c'est presque impensable aujourd'hui. Exact. Puis maintenant, imaginons devoir faire ça sans l'aide d'aucune grue, sans même connaître la roue, zéro roue, et sans le moindre outil en fer. Ah, c'est ça qui est capoté. C'est exactement le niveau d'ingéniosité brutale que notre document du jour nous invite à décortiquer. Aujourd'hui, pour notre exploration en profondeur, on plonge dans une source vraiment riche. On parle de l'édition mise à jour en 2026 du guide The Ultimate Travel Guide to Pérou. Un guide écrit par Yvan Junior Blanchette de l'agence Aéria Voyage. Exactement. Et laissez-moi vous dire, pour ceux qui nous écoutent, que dès les premières pages, la notion classique de vacances de tout repos, ça prend le bord assez vite. Complètement. Puis tu sais, c'est un point de départ parfait pour notre analyse. Le voyage moderne aujourd'hui est souvent conçu pour éliminer la friction, pour que tout soit lisse, prévisible, facile. Le fameux tout inclus, où tu ne penses à rien. Exactement. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui pose une thèse très claire. Dès le début. Le Pérou n'est absolument pas une destination de commodité. C'est vraiment une destination de spécificité. Une destination qui demande l'effort, dans le fond. Absolument. Ce qui frappe quiconque s'y aventure, c'est pas un seul monument isolé qu'on prend en photo puis on s'en va. C'est l'accumulation vertigineuse. On parle vraiment d'un empilement d'histoires, de cultures hyper résilientes et surtout de paysages extrêmes. D'accord, décortiquons tout ça. Parce que pour comprendre le fonctionnement de ce pays-là, le guide insiste sur un fait incontournable. La géographie dicte absolument tout. Tout, sans exception. On parle d'un territoire de plus de 1,2 million de kilomètres carrés, puis c'est fracturé en 3 mondes qui semblent appartenir à des planètes différentes, honnêtement. Ouais, et ça, c'est la clé de voûte de toute cette analyse. Il y a d'abord la Costa, donc cette bande super étroite de déserts côtiers qui longe le Pacifique. Ensuite, la Sierra, qui est ce mur implacable des hauts plateaux andins. Et finalement, la Selva, le bassin amazonien qui couvre en réalité plus de la moitié du pays. Plus de la moitié, ouais, c'est immense. C'est énorme! Et ces 3 zones écologiques-là n'ont absolument rien en commun. Ça fait que les civilisations qui s'y sont installées ont été forcées de développer des stratégies de survie complètement distinctes. Et justement, puisqu'on parle de survie face à la géographie, le guide nous amène d'abord là où le corps humain encaisse le choc le plus violent, soit la ville de Cusco. Ah, Cusco, 3400 mètres d'altitude. 3400 mètres. L'auteur mentionne très clairement que le mal de l'altitude, ce n'est pas juste une légende pour faire peur aux touristes, ça fesse pour de vrai. Oh que oui, ça fesse. Il commande une acclimatation stricte, genre 24 à 48 heures, des mouvements au ralenti, puis de boire du thé infusé aux feuilles de coca. Mais physiologiquement parlant, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi intense? En fait, c'est strictement une question de pression atmosphérique. À 300-400 mètres, l'air n'est pas techniquement moins composé d'oxygène, c'est juste que la pression est tellement basse que chaque inspiration apporte beaucoup moins de molécules d'oxygène à tes poumons. OK, donc on respire presque dans le vide, mettons. Un peu, oui. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Et le corps réagit en mode panique totale. Donc on parle de maux de tête super intenses, de nausées, d'épuisement profond. Et la feuille de coca là-dedans, ça fait quoi? C'est juste psychologique? Non, pantoute. La feuille de coca, qu'elle soit mâchée ou prise en tisane, est utilisée depuis des millénaires dans les Andes parce qu'elle contient des alcaloïdes. Et ces alcaloïdes-là vont stimuler la respiration et la circulation sanguine. Ah, OK. Ouais, ça aide physiquement le corps à compenser ce manque d'oxygène-là. C'est vraiment la première étape vitale de l'adaptation. Super intéressant. Ça fait que une fois qu'on a repris son souffle, littéralement, on réalise qu'on marche dans une ville qui est une superposition de 2 empires. Le guide décrit Cusco comme l'ancienne capitale du Tawantinsuyu. Exactement. Ouais. D'ailleurs, c'est un terme qu'on voit super souvent dans les textes historiques, mais ça signifie quoi exactement au juste? Alors, le Tawantinsuyu, c'est le nom originel de l'Empire incaïen en langue quechua. Ça se traduit par l'Empire des 4 quartiers ou des 4 directions. L'Empire des 4 quartiers. Ouais.
Et Cusco en était vraiment le nombril. C'était le centre absolu d'où partaient des milliers de kilomètres de routes qui traversaient toutes les Andes. C'est fascinant. Mais ce qu'il y a encore plus, je trouve, c'est ce qu'on y voit aujourd'hui. Notre source mentionne le Coricancha. Ça, c'était le temple le plus sacré, le temple du soleil, c'est ça? C'est ça, le centre spirituel. Et le guide dit que les murs étaient littéralement recouverts de plaques d'or massifs. Évidemment, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont tout pillé. Ah, bien sûr, l'histoire classique. Ouais, mais ils ont aussi voulu asseoir leur domination religieuse. Sauf que les fondations Inca de ce temple-là étaient tellement bien faites, tellement solides, qu'ils n'ont juste pas été capables de les raser. Non, ils ont frappé un mur au sens propre. Pont dominicain de Santo Domingo, directement par-dessus les murs incas. Et c'est là qu'on observe, je dirais, l'ironie suprême de cette architecture superposée. Tu sais, les Espagnols pensaient imposer leur supériorité architecturale et spirituelle. Ouais. Sauf que la région de Cusco est l'une des plus sismiquement actives au monde. Ça tremble tout le temps. Et lors des grands tremblements de terre historiques, à plusieurs reprises, l'église coloniale espagnole s'est juste effondrée. Oh wow! Oui. Et qu'est-ce qui est resté intact soutenant les ruines de l'église européenne? Les murs incas originels. C'est complètement fou. Et ça nous ramène directement à mon interrogation du tout début. Juste au-dessus de Cusco, il y a la fameuse forteresse de Sacsayhuaman. Ah oui, un site incroyable. C'est là qu'on trouve ces blocs de calcaire de 125 tonnes assemblés sans aucun mortier, sans ciment. Mais là, j'ai un vrai problème de logique. Comment, physiquement, des humains ont-ils pu extraire, transporter puis tailler des monstres pareils sans la technologie de base? Pas de roues, pas d'animaux de trait pour tirer des charges lourdes, pas d'acier. Je te comprends, c'est la grande énigme qui frustre souvent l'ingénierie moderne, en fait. Le comment est un mélange d'ingéniosité brute et d'une force humaine complètement incommensurable. Mais comment ils taillaient la roche sans fer? Ils utilisaient des pierres de rivière. Des pierres faites d'un matériau beaucoup plus dur que le calcaire ou le granit qu'ils travaillaient. On parle de pierres météoritiques ou d'hématite. Attends, ils tapaient une roche avec une autre roche? Exactement. Ils martelaient littéralement la pierre par abrasion, millimètre par millimètre. Ça demandait un temps infini. Et pour le transport, ils utilisaient des rames de terre gigantesques. Ouf, le travail que ça devait être. C'était massif et il fonctionnait avec le système de la mita, qui était en fait un impôt, mais payé sous forme de travail obligatoire à l'Empire. OK, donc tu payais tes taxes en allant tirer des roches. C'est ça. On parle de dizaines de milliers d'hommes qui tiraient ces blocs-là sur des rondines de bois ou des galets lisses avec des cordes tressées extrêmement résistantes. Une main-d'œuvre titanesque, on s'entend. Mais pourquoi s'embêter à tailler des angles complètement irréguliers? Pourquoi s'assurer qu'ils s'emboîtent parfaitement comme un casse-tête géant, plutôt que de faire des briques carrées avec du mortier, comme partout ailleurs dans le monde? Mais c'est pour la résilience sismique. C'est ça le vrai génie inca. Ah ouais, hein? Ouais. L'absence de mortier, ça permet aux pierres de bouger de manière indépendante. Lors d'un séisme, ces pierres trapézoïdales-là vont littéralement danser. Danser? Genre elles bougent? Elles se soulèvent et elles rebondissent pour dissiper l'énergie cinétique de la secousse. Puis, grâce à leur angle d'inclinaison qui va vers l'intérieur, puis grâce à la gravité, elles retombent exactement à leur place originelle après la secousse. C'est brillant. Si elles avaient été figées par du ciment ou du mortier, le mur aurait été trop rigide. Il aurait simplement fissuré et explosé sous la pression. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils avaient compris comment utiliser la force de destruction de la Terre à leur propre avantage. Exactement. Et cette compréhension-là de l'environnement, on la retrouve aussi dans la vallée sacrée. C'est un peu plus bas en altitude, vers 2600 mètres. Notre source détaille un site assez mystérieux appelé Moret. Oui, très spectaculaire. De loin, le guide décrit ça comme un amphithéâtre géant, ou presque comme de l'art extraterrestre avec de grands cercles concentriques qui s'enfoncent profondément dans le sol. Mais c'était pas pour des spectacles. On apprend que c'est un centre de recherche et développement agricole. C'est fascinant, hein? Et la mécanique derrière ce site-là est brillante. En creusant ces terrasses en forme de bol géant, les Incas ont réussi à créer une série de microclimats complètement artificiels. Comment ça fonctionne physiquement? Et ils la relâchent tout doucement pendant la nuit.
En jouant sur la profondeur du cratère et l'orientation par rapport au vent, ils ont réussi à créer des variations de température extrêmes. Genre, quelle variation, mettons? On parle d'une différence allant jusqu'à 15 degrés Celsius entre la terrasse la plus haute au bord et le fond du cratère. Attends, 15 degrés de différence juste en descendant quelques marches. Exactement. Donc, si je comprends bien, c'est comme s'ils avaient recréé toutes les altitudes et climats de leur empire au même endroit. C'est exactement ça le but. Ça leur permettait d'importer des semences de la jungle ou de la côte et de tester scientifiquement à quelle température et à quelle humidité elles poussaient le mieux. Wow! Et une fois qu'ils avaient la réponse, ils distribuaient les graines aux fermiers à travers l'Empire avec les instructions précises. C'était littéralement un laboratoire d'adaptation génétique à ciel ouvert. C'est malade, là. Et on s'entend que c'est cette obsession-là du contrôle puis de l'organisation qui leur a permis de bâtir des cités entières au milieu des nuages, ce qui nous amène inévitablement au Machu Picchu. Le joyau de la couronne. Le joyau, oui. Le guide de 2026 est formel, d'ailleurs. Le site est en fait situé dans la forêt de nuages, plus bas qu'est Cusco. On est à 2430 mètres d'altitude. C'est immense, plus de 32 000 hectares hyper structurés, avec des zones agricoles, des temples, des quartiers résidentiels. Ouais, l'organisation spatiale est parfaite. Mais c'est là que notre document jette un peu un froid. On a tous, cette vision un peu romantique en tête. L'idée d'enfiler ses bottes de marche, d'arriver au petit matin, puis d'admirer la brume qui se lève doucement sur les ruines incas. Ouais, le fameux cliché. Sauf que la réalité logistique d'aujourd'hui s'apparente beaucoup plus à un parcours du combattant bureaucratique. La logistique est devenue implacable, oui. Le guide de 2026 précise que l'accès est maintenant centralisé et contrôlé à la minute près. Tout passe par le gouvernement via une plateforme numérique. Le fameux site web. Comment c'est déjà? Suboleto-cultura.pe. Et les billets s'envolent des mois à l'avance. Sur place, il y a des circuits prédéterminés à l'intérieur de la citadelle. Tu dois suivre un chemin, tu ne peux pas faire demi-tour. Même pour prendre une photo? Même pour une photo. Tu avances. Et pour ceux qui rêvent du fameux trek du chemin de l'Inca, les permis sont strictement limités à 500 personnes par jour. Point final. Sans compter que tout le site du chemin est fermé pendant tout le mois de février pour la maintenance annuelle. Mais justement, là, je dois poser la question, est-ce qu'on ne risque pas, avec toutes ces règles-là, ces permis qu'il faut réserver 6 mois d'avance, de tuer l'esprit même du voyage, de transformer un site archéologique majeur en un genre de parc d'attractions VIP réservé juste à ceux qui ont le temps ou l'argent pour micro-gérer leur agenda une demi-année à l'avance? C'est une critique qu'on entend souvent, et c'est tout à fait valide de la part de ceux qui cherchent la spontanéité en voyage. Mais il faut comprendre la mécanique de la dégradation physique du site. C'est si fragile que ça? Oui, le Machu Picchu a été bâti au 15e siècle pour abriter environ 800 à 1000 personnes des élites de l'Empire. Avant que ces restrictions soient mises en place, le site recevait des milliers de visiteurs par jour. Ouais, c'est pas la même capacité du tout. Non. Les bottes de marche, ça érode littéralement la pierre originale. L'humidité dégagée par la respiration de milliers de personnes, ça accélère la prolifération de lichens qui s'attaquent au calcaire et le détruisent. Moi, j'avais jamais pensé à la respiration. Ouais, c'est un vrai problème de conservation. Sans oublier que les fondations s'accrochent à une crête de montagne abrupte. Avec le poids constant de la foule, ça s'affaisse. Ça fait que si on n'impose pas cette froide bureaucratie, dans 50 ans, il n'y a tout simplement plus de Machu Picchu. C'est une question de survie pour le site. Exactement. Et ironiquement, pour protéger une cité inca, c'est-à-dire une culture qui était elle-même obsédée par la planification et la restriction, il faut appliquer une bureaucratie moderne tout aussi rigide. Jusatang, c'est presque un hommage direct à leur propre système. On préserve l'ordre par l'ordre. C'est un peu ça, oui. Alors, après avoir vu comment ils ont dompté la roche puis l'altitude, la source nous fait faire un virage à 180 degrés. On quitte les montagnes pour descendre sur la costa, sur la côte, et plus spécifiquement dans la capitale, Lima. Ah, Lima! Un changement de décor total. Et là, j'avoue que la description du guide m'a surpris. Lima est décrite comme un désert côtier gris, perpétuellement recouvert d'une brume épaisse qui s'appelle la garua. Ouais, c'est très caractéristique. Mais pourquoi un désert est-il couvert de brouillard 9 mois par an? Ça semble super paradoxal. S'il y a du brouillard, il devrait pleuvoir, non? Ben non. C'est ça la particularité. C'est un phénomène météorologique vraiment fascinant, causé par ce qu'on appelle le courant de Humboldt. C'est quoi ça, le courant d'Humboldt?
C'est un courant océanique d'eau glaciale qui remonte directement de l'Antarctique tout le long de la côte péruvienne. Quand l'air chaud et humide de l'océan Pacifique rencontre cette eau très froide, il se condense instantanément pour former un épais brouillard, la fameuse garua. OK. Mais pourquoi ça ne se transforme pas en pluie? Parce que cette masse d'air froid est emprisonnée, elle ne parvient jamais à s'élever assez haut dans le ciel pour former de véritables nuages de pluie, tout simplement à cause de la barrière physique de la cordillère des Andes qui est juste derrière la ville. Le mur des montagnes bloque tout. Exact. Le résultat, fascinant. Tu as une ville où l'humidité ambiante frôle souvent les 5%, mais où il ne pleut pour ainsi dire jamais, quelques gouttes tout au plus. C'est un climat qui semble super austère pour être honnête, mais selon l'auteur du guide, Lima compense très largement cette grisaille-là par ce qui se passe dans ses cuisines. Ah oui, c'est incontestable. C'est littéralement devenu l'épicentre culinaire mondial. Le guide souligne que le restaurant Maido a été nommé meilleur au monde en 2026. Le restaurant Central l'a été en 2023. Et tout ce bouillonnement créatif-là a commencé dans les années 90 avec le restaurant Astrid et Gaston. Une vraie révolution gastronomique. Ce que je trouve génial, c'est la façon dont le chef Virgilio Martinez chez Central a conçu son menu. Ce n'est pas séparé de manière classique, genre viande, poisson, volaille. C'est classé par écosystème. Manger son menu dégustation, c'est littéralement prendre un cours de géographie et d'altimétrie avec ses papilles gustatives. C'est une approche unique. Un plat représente les algues récoltées au niveau de la mer, puis le plat suivant met en valeur un tubercule rare cultivé dans les Andes à 3500 mètres. C'est fou, hein? Et si on relie ça à la vue d'ensemble? C'est la démonstration parfaite que la haute gastronomie péruvienne, ce n'est pas une simple mode passagère. C'est vraiment la synthèse directe de cette géographie fracturée dont on parlait tantôt. Donc la géographie dans l'assiette. Exact. La cuisine de Lima, c'est la rencontre d'influences monumentales. On a bien sûr la base indigène andine. Le guide mentionne qu'il y a plus de 3000 variétés de pommes de terre documentées au Pérou. 3000! On est loin de la petite patate blanche de supermarché. Ah que oui. On parle de pommes de terre noires, violettes, certaines en forme de spirale. Et même du chunio, qui est une pomme de terre lyophilisée naturellement. Lyophilisée naturellement? Comment on fait ça? C'est grâce au gel nocturne intense et au soleil diurne très fort des hautes altitudes. Ça retire toute l'eau de la patate et elle peut se conserver pendant des années. C'est brillant. Et par-dessus cette base indigène-là, on ajoute l'histoire des grandes migrations mondiales, n'est-ce pas? L'auteur en parle beaucoup. Absolument. Il y a l'héritage colonial espagnol, évidemment. Ensuite, l'influence des populations africaines arrivées par l'esclavage et un apport asiatique massif qui est super important. Les fameuses fusions asiatiques péruviennes? Voilà. Les immigrants chinois ont fusionné leur technique au wok avec les ingrédients locaux péruviens pour créer la cuisine Chifa, qui est omniprésente partout au pays. Et l'immigration japonaise, elle, a donné naissance à la cuisine Nikkei. C'est ça qu'on retrouve au restaurant Maido, non? Tout à fait. C'est célébré chez Maido. On utilise des coupes de poisson hyper précises, de style sashimi, mais marinées dans du jus de citron vert et du piment péruvien, le fameux ají amarillo. Le fameux ceviche. D'ailleurs, le guide est très rassurant pour ceux qui nous écoutent. Pas besoin de réserver des mois à l'avance dans un restaurant étoilé pour comprendre cette richesse-là. Non, vraiment pas. L'auteur souligne que l'expérience est tout aussi valable, puis même fantastique, dans un marché local comme le marché Turquillo, ou dans une cevicheria de quartier bien relax comme La Mare. La nourriture de rue est exceptionnelle. C'est une biodiversité hyper accessible. Et pour comprendre que Lima n'est pas juste une capitale culinaire, la source nous dirige vers le musée Larco. Il abrite 45 000 pièces couvrant 5 000 ans d'histoire. 5 000 ans d'histoire, ça remet les choses en perspective. Tellement. Ça remet les pendules à l'heure parce qu'on a tous tendance à croire que le Pérou, c'est juste les Incas. En réalité, l'Empire Inca n'a duré qu'un peu plus d'1 siècle. Ce n'est que la conclusion d'un livre gigantesque. Tout à fait. Il faut se rappeler que les cultures Mochica, Nazca ou Chimú, bien avant l'arrivée des Incas, avaient déjà développé une ingénierie hydraulique de pointe ou une orfèvrerie incroyable que les Incas se sont souvent juste contentés d'assimiler dans leur propre empire. Ils ont pris des meilleures idées des autres, dans le fond? Alors, après avoir vu comment toutes ces influences se rencontrent sur la côte, j'aimerais qu'on termine notre exploration en profondeur
en se plongeant dans les environnements les plus hostiles qui sont abordés dans le guide. Les vrais extrêmes? Oui, ces endroits complètement reculés où l'humain et l'animal ont dû s'adapter à des conditions presque invivables. Commençons par la région de Puno et le mythique lac Titicaca. On est rendu à 3810 mètres d'altitude, l'eau du lac est glaciale évidemment, et pourtant on y trouve les îles des Urus. Les fameuses îles flottantes. Oui, des îles artificielles, flottantes, faites entièrement de roseaux tressés. Je reviens toujours à ma logique de base. Pourquoi un groupe humain choisirait-il de vivre sur des radeaux de paille trempée au beau milieu d'un lac gelé plutôt que sur la terre ferme à côté? Ben, la réponse courte, c'est la peur. La peur? Ouais. La culture Urus a créé ces îles flottantes à l'origine comme un mécanisme de défense asymétrique. Historiquement, ce peuple-là était chassé par des tribus guerrières terrestres beaucoup plus puissantes qu'eux, comme les Collas, puis plus tard les Incas. OK, donc ils fuyaient. C'est ça. Leur solution a été de se retirer carrément sur l'eau, là où les armées lourdes avec leurs équipements ne pouvaient tout simplement pas les suivre. Mais la réalité physique de ce choix-là est stupéfiante. Ces îles sont faites de roseaux appelés totora. Sauf que la partie inférieure des roseaux, celle qui trempe dans l'eau, ben, elle pourrit continuellement. Ah, misère. Ça veut dire que la survie même de ces îles dépend d'un travail perpétuel. Ils doivent constamment récolter et ajouter de nouvelles couches de roseaux frais sur le dessus, sinon l'île coule. C'est l'équivalent de devoir reconstruire le plancher de sa propre maison à tous les jours pour ne pas se noyer. C'est fou. Exactement. Puis c'est spongieux sous le pied, l'humidité s'infiltre absolument partout, les rhumatismes, c'est un vrai fléau de santé publique pour les habitants là-bas. Aujourd'hui, on s'entend que l'économie des îles près de la ville de Puno est largement basée sur le tourisme. Bien sûr. Mais le simple fait que cette technique de survie extrême ait perduré à travers les siècles illustre jusqu'où l'humain est prêt à aller pour maintenir son indépendance puis son intégrité face aux menaces extérieures. L'adaptation poussée à sa limite absolue, vraiment. Et on trouve un peu cette même folie de l'adaptation en descendant complètement de l'autre côté de la cordillère vers l'Amazonie, la fameuse selva. Ah, la jungle, un tout autre monde. Oui, l'auteur divise cette jungle en deux accès principaux. Au sud, on a Puerto Maldonado et la réserve de Tambopata. Et là, le guide décrit un phénomène visuel incroyable. À l'aube, des centaines d'aras, ces immenses perroquets super colorés, se rassemblent sur les falaises de terre qui bordent la rivière pour manger de l'argile. Ouais, manger de la terre. Mais pourquoi des oiseaux mangent-ils de la boue? Ça n'a aucun sens nutritionnel. C'est un phénomène scientifique fascinant qui s'appelle la géophagie. Il faut comprendre que la forêt amazonienne, c'est une immense compétition pour la survie. Beaucoup d'arbres produisent des graines très nutritives, oui, mais pour se protéger, ils les enduisent de toxines naturelles très fortes pour empêcher les oiseaux de les manger. Une guerre chimique, en fait. Exact. Mais les aras ont trouvé la parade parfaite. L'argile de ces falaises très spécifiques contient des sels et des minéraux qui agissent comme une véritable éponge chimique dans leur estomac. Wow! Ça neutralise le poison? Exactement ça. Ça neutralise les toxines. Ça fait qu'ils mangent la terre en premier pour pouvoir ensuite manger les graines empoisonnées sans en mourir. C'est littéralement de l'évolution chimique en direct. La nature est imbattable. C'est capoté. Et si Tambopata semble fascinant, ben le guide nous garde le plus grand choc géographique pour la fin, avec le nord de l'Amazonie et la ville d'Iquitos. La fameuse ville d'Iquitos. Le fait majeur mentionné par l'auteur ici, c'est qu'Iquitos est la plus grande ville au monde qu'il est physiquement impossible de rejoindre par la route. Aucune route. Zéro. Il faut prendre un avion ou naviguer pendant des jours en bateau sur le fleuve Amazon. C'est la porte d'entrée de la réserve nationale de Pacaya-Samiria, un endroit tellement préservé que l'eau des rivières, qui est colorée par les tanins des feuilles décomposées, est noire. Noire comme du thé fort. Et la faune y est incroyable. Oui, l'auteur mentionne qu'on y trouve même des dauphins de rivière littéralement roses. L'isolement de cet endroit-là est total. Et c'est justement cet isolement-là, couplé à cette géographie impossible, qui maintient une telle pureté biologique et culturelle au Pérou. Que ce soit une métropole coupée du monde par la jungle dense ou des vallées agricoles andines inaccessibles derrière des sommets de 5000 mètres, la difficulté d'accès a toujours été le meilleur bouclier de ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on tient de cette analyse détaillée? Si on se fie à notre source de 2026, l'agence Aeria Voyage ne nous vend pas de la petite détente tranquille. Non, c'est pas le club vacances. Pas pantoute. Le Pérou exige un investissement personnel massif. Il faut calculer la pression atmosphérique pour le bien de ses poumons,
planifier ses billets d'accès pour des ruines des mois à l'avance, comprendre des systèmes de transport fragmentés. Bref, on ne débarque pas là-bas sur un coup de tête le vendredi soir. Non, ça se prépare. Mais la récompense de toute cette friction logistique-là, c'est une exposition frontale à une ingéniosité humaine et naturelle qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs sur Terre. Tu sais, si on relit tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, cela soulève une question importante qui est un peu en filigrane tout au long de ce guide touristique. On a étudié comment les Incas, sans acier ni roues, ont bâti des murs capables de dissiper l'énergie des séismes. On a vu comment des communautés ont isolé des microclimats pour cultiver des milliers d'espèces résistantes, ou encore comment ils ont recréé un sol fertile directement sur l'eau glacée pour survivre. L'adaptation constante. C'est ça. Et aujourd'hui, notre propre civilisation mondiale s'appuie sur une technologie de pointe incroyable, mais nos infrastructures modernes craquent souvent au moindre événement climatique extrême. Nos chaînes d'approvisionnement sont d'une fragilité troublante. On l'a vu souvent récemment, ouais. Alors, en regardant cette ingénierie et cette adaptation andine, on peut se poser une question profonde. Dans notre quête perpétuelle pour imposer notre contrôle technologique sur la nature, n'avons-nous pas oublié cette ancienne leçon fondamentale, celle qui consiste à concevoir nos sociétés non pas contre les forces destructrices de notre environnement, mais plutôt en s'adaptant avec elles? Wow! Voilà qui met des choses en perspective pour de vrai. On part d'un simple guide de voyage, puis on atterrit sur une véritable réflexion quant à la résilience de nos propres sociétés modernes. C'est tout le charme de décortiquer ces sources-là ensemble. Absolument. À notre auditoire, on espère que cette exploration en profondeur aura démontré que les destinations qui demandent le plus de préparation et d'efforts sont bien souvent celles qui remettent le plus en question nos propres certitudes. Continuez de fouiller, continuez d'être curieux face à la complexité du monde. On se retrouve très vite pour analyser un nouveau sujet fascinant. À la prochaine! Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.